Je vais vous résumer ce livre, Traité pratique de gymnastique médicale, ou dit autrement, par l'exercice, la santé s'acquiert, se conserve et se rétablit. C'est une édition de 1968 de 305 pages, avec la table des matières suivantes, que je vais parcourir sur différents chapitres de ce livre, la plupart, en insistant un peu sur la partie respiration, puisqu'effectivement c'est un préalable et c'est un sujet très important. On parlera aussi par exemple du système nerveux, l'influence de l'activité physique sur le système nerveux, pas toujours très connu, y compris pour les maladies de peau aussi. Le docteur Ruffier a consacré toute sa carrière médicale à l'étude et à la mise en pratique de l'exercice physique, qui était considéré comme le meilleur moyen d'acquérir, de conserver vigueur et santé. C'était un sportif lui-même, dès la première heure, et il est resté toute sa vie. Il a pratiqué la natation, l'escrime, la boxe, la lutte, le jiu-jitsu et surtout le cyclisme. Et cette longue expérience personnelle lui a permis de tirer des faits qu'il a observés, ainsi une claire connaissance des effets déplorables de l'inaction corporelle et des moyens simples, précis et efficaces pour y remédier. Il a fondé et dirigé à Paris un institut de culture physique médicale, et ses divers travaux lui ont valu d'être promu en 1950 chevalier de la Légion d'honneur et en 1957 commandeur de l'ordre du mérite sportif. Et en 1959, pour l'ensemble de son œuvre écrite, le prix littéraire décerné par l'Association des écrivains sportifs. En avant-propos, on nous explique bien que le but est d'exposer pourquoi et comment l'exercice physique, bien employé, peut être utile à bien des malades. On va parler de gymnastique médicale, qui en fait est l'art de traiter maladies, blessures et infirmités par l'exercice. Par exemple, la natation redresse les kyphoses et les déviations vertébrales. Pour les arthritiques, obèses, uricémiques, la marche en terrain montant ou la course à petit trot sera très bénéfique. Et pour les impotents et raideurs des membres inférieurs, le cyclisme sera très bénéfique aussi. Il a étudié les effets physiologiques de tous les exercices et en a déduit ceux qui pouvaient agir isolément, simultanément ou successivement. On va avoir des effets locaux liés à l'exercice physique. Premièrement, le développement du muscle. Tout ce qui va être insuffisance musculaire, atrophie, faiblesse, suite à une immobilisation par exemple. Deuxièmement, nous pourrons avoir une tonification du muscle. Un tonus qui va augmenter, un intérêt pour tout ce qui est difformité, les lordoses par exemple. Troisièmement, on aura aussi un assouplissement des articulations et un développement des ligaments, très utile suite à des entorses, des luxations ou aussi des problèmes de goutte ou de rhumatisme. Quatrièmement, on n'y pense pas toujours, la solidification des os, soit par rapport à des décalcifications, soit suite à des fractures. Cinquièmement, tout ce qui est vascularisation. Là, on y pense encore moins. Les effets vont être très bénéfiques sur tous les troubles circulatoires, les problèmes de frilosité ou de cellulite. Et enfin, sixièmement, le rétablissement de réflexes moteurs. Alors là, on est encore plus éloigné de ce qu'on peut imaginer, mais effectivement, les affections nerveuses périphériques ou centrales, des paralysies, peuvent bénéficier de l'activité physique. Maintenant, on va passer aux effets généraux. On va augmenter les échanges respiratoires. Ça va donc toucher potentiellement les affections bronchiques ou des poumons en général. Nous avons aussi une accélération de la circulation, donc une meilleure vigueur du cœur, une problématique atténuée des hypertensions artérielles ou hypotension, tout ce qui peut être problème de varices ou de stagnation. Un impact aussi sur la digestion, qui sera potentiellement plus facile, plus rapide, avec un effet aussi sur la constipation. Un effet très bénéfique, on y pense moins, sur l'assimilation des substances nutritives, et enfin l'amélioration des troubles nerveux par collaboration de nos activités physiques, nerveuses et mentales. Un chapitre complet sur la vie et le mouvement que je vais survoler, c'est une histoire, on va voir sur cette planche, il va nous expliquer la différenciation cellulaire, la constitution des fibres musculaires, le fait de la construction des fibrilles musculaires, etc. Donc là, il va rentrer dans de la physiologie, c'est intéressant, pour pouvoir avoir une meilleure approche de à quoi sert de faire des mouvements répétés, etc. Donc cette partie physiologie est bien faite et permet un peu mieux de comprendre pourquoi se mettre à faire ces mouvements.
Ce qu'il nous dit en résumé, c'est que si par lésion ou immobilisation le muscle s'atrophie, les fibrilles qui étaient en fait une différenciation des cellules, elles vont se disloquer et on va avoir un retour en arrière de la différenciation. La cellule se défibrilise. Concernant l'insuffisance musculaire, c'est une tare organique des plus répandues qui a de fort mauvais effets sur la santé. Que ce soit de l'atrophie ou de l'insuffisance musculaire par immobilisation, cette insuffisance se guérira tout simplement par une reprise de l'activité du membre concerné. On peut aussi avoir une insuffisance musculaire par inaction. Effectivement, l'homme moderne présente un retard marqué du développement de la moitié supérieure du corps par le simple fait qu'il est de moins en moins sollicité. Et ce manque d'activité régulière et soutenue maintient beaucoup de muscles en dessous de leur développement normal possible. Cette insuffisance est facile à combattre puisque les éléments contractiles existent en puissance, il suffit juste de les faire travailler par l'exercice. Quels sont les principes et les techniques de la musculation proposées dans ce livre? On remarque que les gestes de la vie courante ne font jamais intervenir les articulations dans toute leur amplitude et leur jeu. L'exercice de musculation va être localisé dans l'articulation que commande le muscle ou le groupe musculaire à développer et il sera exécuté dans toute l'amplitude possible. La répétition de mouvements, par la fatigue progressive qu'elle produit, stimule de proche en proche l'activité fonctionnelle du plus grand nombre possible de fibres musculaires. On va aussi opposer des résistances à la contraction pour stimuler notablement le développement musculaire. On pourra rajouter des résistances par l'ajout de poids, mais on verra dans les planches au début que c'est à poids libre ou juste avec un bâton. La localisation, la répétition, la résistance sont donc les trois éléments de l'efficacité de la gymnastique proposée pour combattre l'insuffisance musculaire. Les faits prouvent que le développement musculaire s'obtient dans une certaine mesure à tout âge. Très important à noter, à tout âge. Facile pour les adolescents et les jeunes gens, bien sûr, mais c'est aussi possible pour les adultes et les vieillards. Concernant la gymnastique fondamentale, il sera tout d'abord fondamental d'associer une gymnastique respiratoire, que l'on peut résumer brièvement par les étapes suivantes. On va tout d'abord inspirer à fond, lentement, la bouche fermée et les narines ouvertes, et en faisant rentrer toute l'air que l'on pourra faire pénétrer dans les poumons. Puis par la bouche légèrement ouverte, on va expirer lentement et progressivement tout l'air inspiré, et finir d'expulser l'air en rentrant le ventre et en contractant les muscles abdominaux. Cette expiration se fait en 3 à 4 secondes. La gymnastique fondamentale va faire l'objet de 30 à 40 mouvements successivement qui vont faire intervenir successivement des muscles ou des groupes musculaires différents de façon à ce que toutes les principales régions corporelles délimitées par les articulations reçoivent la dose d'exercice nécessaire à leur développement et à leur tonification. Les mouvements sont d'une exécution dynamique. Cela correspond à un travail réel. Chaque mouvement étant localisé sur un groupe musculaire et répété 15 à 30 fois, son effet est d'abord de tonifier et de développer le muscle, et cela est d'autant plus efficace qu'il est exécuté énergiquement. Tout le système articulaire se trouve assoupli et vivifié par cette gymnastique fondamentale. Et cette gymnastique fondamentale a un grand effet sur la fonction respiratoire, parce que presque tous ces mouvements exécutés sur 2 temps doivent être coordonnés avec les mouvements respiratoires d'inspiration et d'expiration. Chacun des mouvements produisant ces effets locaux particuliers, on obtient en outre tous les effets généraux de l'exercice quand cet ensemble est exécuté à l'allure vive, sans pause, de façon à maintenir une activité corporelle continue pendant 20 à 30 minutes. La simplicité des mouvements et leur facilité d'exécution les met à la portée des faibles, des maladroits, et en facilite leur enseignement. Il nous parle aussi de gymnastique d'adaptation pour initier et adapter un malade blessé à l'exercice. Avec une aide, on lui fera exécuter dans un certain ordre des leçons individuelles avec des mouvements fondamentaux. Il y a aussi une gymnastique corrective où on va désigner par là des exercices analytiques destinés à redresser les mauvaises habitudes et les défauts de structure dont beaucoup d'enfants, d'adolescents sont atteints. Il y a enfin une gymnastique d'entretien qui devrait compter parmi les pratiques d'hygiène auxquelles toute personne raisonnable devrait se soumettre pour se conserver vigoureux et bien portant.
Il faut un peu de volonté et de persévérance pour prendre l'habitude, certes, mais cette habitude, une fois prise, devient impérieuse. L'exercice n'est plus une corvée, il devient sinon un plaisir, au moins un besoin à satisfaire. Il nous parle aussi du traitement gymnique des fractures, puisqu'en effet, pour pouvoir reconstituer un os, il y a des conditions de cicatrisation et par la formation d'un cal qui va être favorisé par l'activité physique. Il y a bien sûr un conflit entre les deux indications au traitement des fractures, à savoir immobiliser le membre blessé, et d'autre part, il faut assurer à ce membre blessé une activité musculaire suffisante pour amener la formation rapide d'un cal solide. Concernant les affections et les traumatismes des articulations, pour que ces articulations conservent toute leur amplitude normale, leur souplesse, ces mouvements vont être d'une grande aide. C'est le défaut d'exercice et le manque d'amplitude des gestes de la vie courante qui entraînent la dévitalisation de certaines portions de surface articulaire et le durcissement d'une partie des ligaments. Par le massage aussi, il va être stimulant et libérant quand les articulations sont un peu enraidies, soit par l'inactivité, soit à la suite de traumatismes. Il faut, par un massage énergique, stimuler et rompre les brides fibreuses qui tendent à s'ankyloser. Concernant les entorses, la douleur peut s'atténuer et la production d'œdème s'enrayer par un massage prolongé, en commençant bien sûr avec douceur et en accentuant l'énergie à mesure que l'on obtient la sédation des souffrances, auquel on pourra adjoindre un bain de jambes alternativement chaud et froid. Concernant les luxations d'épaule, trop strictement immobilisées, la luxation réduite de l'épaule entraîne une impotence fonctionnelle assez rebelle au traitement qui, même avec du temps, n'aboutira pas toujours à la récupération complète des mouvements. Une grosse partie sur les déviations vertébrales. Un grand nombre de difformités, d'impotences et d'insuffisances fonctionnelles sont provoquées, entretenues ou aggravées par la faiblesse générale locale du tonus musculaire. De ce fait, elles sont particulièrement justiciables du traitement de la gymnastique. Concernant les muscles vertébraux, ils sont rarement exercés, surtout de façon systématique, autant que leur rôle et leur masse l'exigeraient. Parmi tous les exercices de gymnastique fondamentale, il en est beaucoup qui ont un double effet de redressement et de musculation. On va avoir par exemple une planche comme ici sur la gymnastique lombaire, avec des mouvements qui vont viser à muscler toute cette partie très peu sollicitée. Et cette même gymnastique pourra aussi être contrée par une personne qui va opposer un effort au mouvement que pourra faire la personne pratiquant ces activités. Concernant l'insuffisance respiratoire, toutes les affections bronchopulmonaires déterminent de l'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire une diminution sensible des échanges gazeux entre oxygène et acide carbonique qui conditionnent la vie. Il y a fréquemment insuffisance respiratoire sans maladie ou lésion marquée des bronches et des poumons. Certaines insuffisances respiratoires relèvent directement et uniquement du traitement gymnastique. D'autres nécessitent le concours de diverses médications et pour certaines, l'exercice physique se trouve contre-indiqué. Nous allons avoir deux insuffisances, une mécanique et l'autre chimique. Concernant l'insuffisance mécanique, la plupart des gens ne sollicitent guère l'expansion de leurs poumons par une activité physique régulière. Celle-ci se rétracte sur eux-mêmes et diminue par conséquent de capacité. Dans ces planches, on va avoir différentes explications, avec entre autres ici comment aider une personne à faire ces mouvements respiratoires décrits précédemment, pour bien faire ressentir comment, en contractant les abdominaux, on va pouvoir expulser complètement l'air, pour pouvoir devenir après autonome et faire soi-même ce genre d'amplitude respiratoire. Il nous parle aussi d'obstruction des narines, car la respiration buccale est pratiquée trop longtemps et trop souvent, et cela produit une atrophie, une atonie des muscles narinaires, dont le rôle est de relever et de porter en dehors les ailes du nez de façon à ouvrir et maintenir béantes les deux entrées d'air. Là encore, cela se travaille. L'exercice consiste à respirer en soulevant à la main les ailes de son nez, puis en nous les ouvrant par contraction volontaire de ses muscles narinaires. En respirant 10 à 20 fois de suite, et de plus en plus énergiquement, l'atonie de ces muscles narinaires se guérit suffisamment en quelques séances pour permettre d'inspirer facilement et largement. Intéressant. Nous avons aussi potentiellement une ankylose du thorax. C'est le second obstacle qui peut être accessoire de la scoliose, mais qui dans tous les cas limite le jeu articulaire des côtes.
L'habitude des faibles respirations réglées uniquement par le diaphragme entraîne l'enraidissement progressif, la semi-ankylose de ces articulations. Sur un tel thorax, la respiration volontaire et contrôlée auront un effet de déblocage progressif. Nous avons aussi une problématique d'un air confiné à l'intérieur des poumons. Ces respirations menées à fond auront pour effet de renouveler l'air résiduel intrapulmonaire, c'est-à-dire cette portion d'air représentant environ le quart de la capacité totale qui ne peut pas être expulsée par l'expiration parce que les alvéoles ne se rétractent pas complètement. En 3 ou 4 de ces respirations volumineuses, tout l'air intrapulmonaire se trouve renouvelé. C'est là un des effets les plus hygiéniques de la gymnastique respiratoire, quand on ne considère que ce qu'elle peut obtenir mécaniquement, c'est-à-dire en faisant fonctionner à plein poumon. Il y a aussi l'insuffisance respiratoire chimique. L'évacuation des produits usés se fait proportionnellement à l'activité des tissus et des organes, surtout à celle de la musculature. La rééducation fonctionnelle des poumons comprendront 3 étapes qui se font suite au début de la plupart des traitements, puis se coordonnent et s'associent. La première consiste en la gymnastique respiratoire isolée, telle que décrite précédemment. La seconde en la tonification et le développement des muscles aspirateurs et expirateurs. La troisième en la création de grands besoins d'oxygène par des exercices synthétiques assez intenses et même essoufflants. La gymnastique fondamentale tient compte de la nécessité de l'exercice à train soutenu, dynamique, et se termine par des mouvements généralisés et des exercices essoufflants comme les sauts, les bonds ou les trotts sur place. Concernant les affections bronchopulmonaires, la gymnastique respiratoire a surtout un effet préventif contre les affections si nombreuses et si graves de l'appareil pulmonaire. On cherche, paraît-il, un sérum ou un vaccin contre le rhume qui devient un fléau par sa fréquence sans cesse accrue. C'était en 1968. Une personne qui chaque jour, même surtout en hiver, s'astreint à une séance d'exercice assez prolongée et intense pour se mettre en sudation et qu'il fait suivre d'une douche froide, ne s'enrhume jamais et acquiert par conséquent une résistance parfaite aux affections bronchopulmonaires. À essayer d'appliquer par les temps qui courent. Puis nous avons un chapitre sur les affections gastro-intestinales. On va démarrer par un peu de physiologie, au cours duquel il nous explique que tous les organes doivent être à leur place normale au niveau de l'abdomen, et que bien sûr, quand on commence à avoir des parois distendues, eh bien, les organes ne sont plus à leur place au final. Nous avons donc des gymnastiques abdominales adaptées et décrites dans ce genre de planche pour pouvoir nous occuper de cette paroi abdominale assez fondamentale pour à la fois notre abdomen, mais aussi pour la tenue du dos. Il nous parle du prétendu danger des exercices abdominaux. Et il nous dit qu'un artérioscléreux très hypertendu, un aortique, risque à tout moment la mort subite. Mais cela peut lui arriver au cours d'une session de culture physique, mais aussi en se levant brusquement de son lit. Le coup de bélier ne se produit qu'en position couchée. Par conséquent, la gymnastique abdominale debout reste excellente. Et la coordination respiratoire supprime radicalement l'effort en apnée. Et par conséquent, ne dresse jamais devant le cœur une résistance brutale. Important à retenir cette notion d'effort en apnée, puisqu'on a dit déjà tout à l'heure que la respiration accompagne tous les mouvements. Pour instituer une bonne gymnastique abdominale, il ne s'agit pas, quel que soit le cas, de recourir immédiatement à tous les mouvements qui mettent en action les parois du ventre. Pour donner de l'efficacité à des mouvements, il faut les exécuter avec l'énergie qui nécessite un entraînement général préalable. Celui-ci sera assuré par la pratique de la gymnastique fondamentale, dosée avec précision. Concernant les dyspepsies, on pourra en venir à bout en créant dans l'organisme des besoins d'assimilation. Il nous dit que bien des dyspepsies sont des réactions de défense contre une alimentation dont l'organisme n'a que faire. Une bonne séance de gymnastique fondamentale augmentée de mouvements abdominaux complémentaires de 5 à 10 minutes en faisant du trot sur place ou d'autres exercices synthétiques réalise une défense énergique qui stimule fortement l'appétit, la digestion et l'assimilation, sans oublier les médicaments et les régimes provisoirement nécessaires. Concernant les hernies, par la musculation de l'abdomen, on peut prévenir bien des hernies, puisque beaucoup ne sont posées que par la distension et le relâchement de la paroi. On peut guérir parfois de petites hernies inguinales ou ombilicales quand il ne s'agit que d'une pointe.
La cure chirurgicale des hernies ne devrait donc être faite qu'après déclassement, tonification et développement de la paroi abdominale par l'exercice. Concernant la grossesse, la femme a particulièrement besoin pour sa santé d'une paroi abdominale résistante. Le ventre mou permet aux déviations de l'utérus de s'amorcer au moment de la puberté. La première maternité force les muscles et la peau, d'où les ventrations et les vergetures. Et le plancher périnéal aussi, sans souplesse et vigueur, peut se déchirer à l'accouchement. Concernant la constipation, un entraînement musculaire de la région anale est à recommander contre la constipation. Elle a des causes multiples, parmi lesquelles nous ne relevons que celles fort importantes que la gymnastique peut combattre, notamment l'atonie de la paroi du ventre, et il faut prendre l'habitude d'une heure régulière à laquelle se feront ces actes musculaires, et se présenter à heure fixe à la selle permettra aussi de combattre la constipation. Concernant les affections cardiovasculaires, tout cardiaque se trouve souvent condamné à l'inaction physique. On se prive ainsi du meilleur moyen de guérir l'insuffisance fonctionnelle du cœur ou d'adapter sa fonction aux lésions dont il est atteint. C'est le résultat d'un préjugé tenace qui veut que l'exercice fatigue et force le cœur. Pourtant, l'exercice, loin de surmener le cœur, l'aide dans sa tâche en facilitant la circulation. Faute d'exercice, les membres inférieurs, le sang veineux, sur lequel le cœur n'a presque plus d'action propulsive, tend à stagner, à dilater les veines, à laisser transfuser la lymphe, provoquant varices et cellulite. Le cœur pousse assez allègrement le sang jusqu'aux extrémités du système artériel, mais il a besoin d'être aidé dans sa tâche dès que le sang parvient aux capillaires et plus encore quand il doit remonter dans les veines des membres inférieurs et du thorax. Ce sont les muscles qui, par leur activité, peuvent lui apporter cette aide. Lors de l'exercice physique, le débit sanguin passe de 5 à 7 litres par minute, jusqu'à la valeur de 20 voire 35 litres pour les athlètes puissants. Donc le surmenage du cœur par l'exercice est une légende sans fondement qui a été propagée avec trop de complaisance par tous ceux qui souffrent d'un complexe d'infériorité physique. Je ne fais que citer le docteur Ruffier. Puis nous allons avoir l'indice de résistance du cœur, dit autrement le test de Ruffier, que pas mal de personnes ont pu entendre. Cet exercice demande à faire des accroupissements à fond 30 fois de suite sur 45 secondes. Et on va prendre le pouls avant l'exercice, après l'exercice, et 1 minute après l'exercice, et on va calculer un indice. Vous pourrez voir plus d'informations assez facilement en cherchant sur le net, et je détaillerai ça dans une vidéo un peu plus étendue pour ceux que ça peut intéresser. Quels sont les exercices qui peuvent fatiguer le cœur? Il est certaines modalités de mouvement qui imposent au cœur un travail pénible. Ce sont tous les exercices qu'il faudra éliminer de notre traitement quand on va s'adresser à des cœurs faibles ou lésés. Il faudra proscrire tout d'abord tous les mouvements qui provoquent l'effort en apnée, avec blocage du thorax et fermeture de la glotte. Les exercices lents et soutenus, dits statiques, ceux qui maintiennent les muscles contractés plus ou moins longtemps, sont à éviter. Enfin, l'exercice ne doit pas débiter beaucoup d'énergie en peu de temps. Il nous parle de la cure d'Ourtel par l'exercice fractionné. Il s'agit de donner au cœur des intervalles de repos ayant pour but de le remettre en état de continuer, la durée de l'exercice aboutissant aux effets musculaires actifs et nutritifs nécessaires du muscle cardiaque. La montée en escalier, par exemple, fait tout à fait l'affaire. Nous avons un chapitre sur l'infarctus du myocarde. Il nous réexplique le fonctionnement de cette problématique. Et il nous dit au passage, adopter dès 40 ans un régime alimentaire léger, bien équilibré, s'astreindre tous les jours à un exercice physique sérieux, au moins une séance de gymnastique fondamentale chez soi, et lui adjoindre 1 à 2 fois par semaine une activité de grand air, de la marche, en petit trot ou du cyclisme par exemple, sera la meilleure solution pour éviter cette problématique. Concernant la circulation veineuse et les varices, il nous fait un rappel anatomique de physiologie, avec toutes nos problématiques de pesanteur et de retour veineux. Ce sont bien les muscles qui, en se contractant, compriment les veines et va aider à remonter le sang vers le cœur. Et on reparle aussi de la respiration thoracique, car les mouvements respiratoires ont une grande influence sur la circulation veineuse. En effet, l'expansion du thorax va aussi bénéficier à la grosse veine cave qui amène au cœur le sang du corps en retour veineux. Concernant la gymnastique contre les varices, il nous parle d'abord de rééducation respiratoire, et en second lieu, une gymnastique générale sera nécessaire, avec une succession de contractions et de détentes musculaires
qui va aider à chasser le sang. Et à cette gymnastique générale, on pourra ajouter des mouvements spéciaux, regroupés sous le nom de gymnastique des jambes en l'air, mais aussi la marche et le cyclisme. Ces nombreux procédés gymniques ne peuvent eux-mêmes guérir les varices constituées. Il faut leur associer des moyens thérapeutiques classiques, mais cela apportera un complément précieux. Concernant la cellulite, la lymphe va devenir stagnante. D'abord assez fluide, elle va s'épaissir peu à peu, s'encombrant de leucocytes et de surcharge de fibres élastiques. Et à l'aide de ces divers matériaux qui vont s'organiser sous forme de tissus compacts, la circulation et l'échange nutritif seront très ralentis et les éléments nerveux mal nourris et comprimés pour aboutir à ces effets de cellulite. Une activité musculaire assez intense, à laquelle on ne parviendra qu'après un assez long entraînement préalable, paraît avoir une efficacité certaine et surtout définitive. Au début, quand il n'y a que stagnation sans organisation fibroconjonctive, le massage et l'exercice remet assez facilement les choses en ordre. Concernant le système nerveux, là encore, il nous rappelle de la physiologie. Vous pourrez aussi voir ma vidéo sur le système nerveux que je vous mettrai en lien. Nous pouvons avoir un traitement gymnique des paralysies. La section d'un nerf peut être suturée et la reprise de la conduction nerveuse peut être plus fréquemment obtenue et dans tous les cas accélérée par des exercices précoces de rééducation neuromusculaire. Concernant les psychopathies, la gymnastique à gestes cadencés tendant à l'automatisme a souvent d'excellents effets sur les psychoses et même sur les troubles mentaux. Beaucoup de ces affections résultent d'infections larvées, d'intoxication humorale, de déséquilibres nutritifs, ou bien elles sont entretenues et aggravées par des déficiences de l'organisme. Toutes ces affections psychiques sont donc à traiter au moins accessoirement par la gymnastique analytique. Puis nous avons les maladies de la nutrition, à commencer par les obésités, qu'il classe en 3 catégories. Premièrement, l'embonpoint, qui est le premier degré d'obésité, qui est déjà un début de signe de mauvaise santé et qu'il faut considérer comme un signal d'alarme donné par la nature aux organismes vigoureux qui négligent de se mettre suffisamment en action et en mouvement. Pour enrayer cette évolution, ce n'est pas aux restrictions alimentaires qu'il faut s'adresser. L'homme vigoureux perdra son entrain et sa résistance s'il se nourrit mal et pas assez richement. C'est à l'activité physique qu'il faut faire appel. Il faudra surtout recourir à l'exercice synthétique qui fait intervenir à la fois avec énergie et vitesse la majeure partie de la musculature. Ainsi, la course à pied sera particulièrement efficace, ainsi que la gymnastique respiratoire. Concernant l'obésité pléthorique, le trop-plein abdominal va bloquer le diaphragme, d'où une diminution importante de la capacité pulmonaire, et aussi des dyspnées d'effort parfois accentuées. Quand l'obésité pléthorique est assez peu prononcée, on ne peut la combattre immédiatement par l'exercice, car la dyspnée et la congestion empêchent que cet exercice soit assez intense pour être efficace. On peut commencer par 3 jours de jeûne. À ce moment, la perte de poids peut atteindre 3 à 5 kg, mais il s'agit principalement de déshydratation, d'évacuation des humeurs stagnantes, congestionnant l'abdomen. Ce premier résultat s'accompagne d'une récupération notable de la capacité pulmonaire. L'exercice peut se faire à dose utile, puis un régime alimentaire restreint permettra au pléthorique, qui est robuste de constitution, de retrouver son souffle et son endurance. Il y a intérêt à faire de l'ex-pléthorique un sportif pratiquant. Cela sauvegarde contre les rechutes. Car la chair est faible, comme il dit, il faut opposer une autre passion à la gourmandise. Enfin, nous avons l'obésité adipeuse, qui, elle, est caractérisée par une accumulation de graisse dans toutes les régions corporelles, dans les interstices cellulaires, dans l'abdomen et autour des organes, que ce soit le cœur, les reins et les différentes glandes. Les globules de graisse que contiennent les cellules du tissu conjonctif grossissent considérablement au point de remplir et distendre les cellules. Elles encombrent par conséquent l'organisme d'un véritable poids mort. On conçoit donc que c'est essentiellement par l'exercice physique que l'on peut vaincre cette adiposité. Quand la nourriture manque à l'organisme, tous ces tissus constitutifs périclitent. Ils ne trouvent plus dans le milieu intérieur ce qui leur est nécessaire pour se refaire à mesure que leur propre fonctionnement les use. La perte de poids porte sur tous les organes, les parenchymes et sur les réserves adipeuses. Les muscles, cœur compris, peuvent s'atrophier. Les glandes essentielles comme le foie, rein, pancréas peuvent aussi s'atrophier. Le cerveau lui-même et tout le système nerveux peuvent participer à cette diminution de masse. C'est un fait paradoxal, c'est la graisse qui semble mieux résister à cette forme de restriction.
La réadaptation à l'exercice physique puis sa pratique régulière sont les bases du traitement de l'adiposité. Et pour se réadapter, on va bien sûr passer par la fonction respiratoire et circulatoire qui vont devoir être rééduquées avant d'envisager des mouvements plus compliqués. Bien sûr, les diverses formes d'obésité n'existent guère à l'état pur, on a souvent un combinatoire des 3 formes citées précédemment. Il nous parle aussi de maigreur. Il semble paradoxal de traiter la maigreur par l'exercice physique, cependant l'activité musculaire a grande action sur l'assimilation de la nourriture. C'est pourquoi bien des maigreurs en bénéficient. Contre les maigreurs, l'exercice physique est le meilleur remède, mais il n'agira que si, à dose assez forte, il fait partie des occupations de chaque jour. Et comme toujours, adaptation préalable, entraînement progressif, puis pratique régulière. Concernant l'arthritisme, ces manifestations au travers des douleurs articulaires, des rhumatismes, de la goutte, du diabète, de lithiase hépatique ou rénale, sont de caractères très différents et de localisation et d'évolution si diverses que rien ne semble pouvoir résulter d'une même cause. Cependant, les prédispositions de ces affections peuvent être tenues en échec par une hygiène appropriée. Nous pouvons donc considérer l'arthritisme comme une prédisposition plus ou moins héréditaire, très souvent aggravée par défaut d'hygiène et d'insuffisance d'activité musculaire. L'arthritisme, en effet, est caractérisé par le ralentissement de la nutrition. Le débit énergétique reste inférieur à ce que l'organisme pourrait assurer. L'oxydation complète des protéines peut être menée à bien par l'activité des muscles, qui sont les grands régulateurs des échanges nutritifs. Concernant le diabète, sous sa forme banale et légère, le diabète peut être guéri par le régime. L'exercice physique qu'on interdit généralement, mais à tort, apporte une aide considérable à la cure. Que ce soit la marche, la course au petit trot, le cyclisme, tous les exercices qui débitent régulièrement des calories sont à recommander. En 1 ou 2 heures, on peut dégrader 100 g de sucre interne en 400 calories extériorisées. Même les formes graves de diabète résultant de l'insuffisance de la production d'insuline pourraient bénéficier de ce principe. Concernant la goutte, la cure gymnique doit être commencée avec prudence et douceur pour éviter de produire un précipité d'urate qui pourrait déterminer une crise. L'asthme révèle de la médication par l'exercice qui, poussant à la désintégration des protides, s'oppose à l'intoxication par leurs déchets mal élaborés. Il est probable que c'est par la sueur que s'éliminent les toxines provocatrices des crises d'asthme. On se tromperait à croire que l'abondante suée obtenue par les bains de vapeur ou l'air sec peuvent avoir les mêmes effets que la sueur que fait éliminer l'exercice vigoureux. Dans le premier cas, il ne s'agit que d'une déshydratation qui emporte un peu de chlorure de sodium, et dans le second, un liquide chargé d'urée, d'acide urique et de beaucoup de produits volatiles. D'ailleurs, son odeur révèle sa toxicité. On peut dire que le traitement de l'arthritisme consiste à lutter par l'exercice volontaire contre la paresse naturelle. Concernant les maladies de peau, cette peau remplit une fonction importante d'émonctoire, éliminant par la transpiration et aussi par les sécrétions sébacées un assez grand nombre de produits de désassimilation plus ou moins toxiques. Tout en épurant l'organisme, la sudation assure aussi le bon état de la peau. Il est de règle que tout organe s'entretient par sa fonction. La transpiration évite que les débris et les poussières extérieures ne se mêlent aux sécrétions pour boucher les conduits d'évacuation de la peau, faisant le nid de microbes qui pourraient déclencher des affections cutanées. D'autre part, ne pas fonctionner suffisamment, la peau devient sèche et elle peut être sujette à rougeur, démangeaisons, eczéma. L'exercice n'agit pas directement sur ces maladies de la peau, mais il aide généralement beaucoup à la guérison et peut la maintenir définitive. Il est d'usage de prescrire en même temps que ces soins des régimes de désintoxication, admettant ainsi que pour traiter la peau, il faut épurer tout l'organisme. L'acné atteint les jeunes gens et les jeunes filles dont l'activité physique est médiocre, parfois nulle, et dont la peau reste constamment couverte à l'abri de l'air et du soleil. On la guérit en remettant la peau à l'air, en la soumettant à des bains de soleil et en la faisant transpirer par des exercices énergiques prolongés fréquents, auxquels il faudra adapter les sujets par l'entraînement progressif, bien sûr. Le psoriasis, l'eczéma sont toujours bien influencés par l'exercice, pourvu qu'il fût pratiqué avec assez d'énergie et de persévérance. Un chapitre est consacré à l'indice de l'harmonie structurale et de la puissance fonctionnelle. La forme corporelle normale entraîne un fonctionnement organique puissant et bien équilibré. Il comporte 4 éléments essentiels: une poitrine large et souple, un dos droit, supportant et bien érigé, un ventre plat et des membres musclés. Ces 4 éléments réunis réalisent un corps harmonieux et vigoureux.
Il y a un grand intérêt à chiffrer les caractères structuraux et à les porter périodiquement sur une fiche biométrique afin de contrôler facilement et exactement les résultats obtenus. Il nous propose donc une fiche assez complète que l'on peut voir brièvement ici et que je ne détaillerai pas, dans laquelle on va pouvoir porter différentes mesures comme des mesures du tour de thorax, tour de ventre, des indices dont on a parlé tout à l'heure avec l'indice de Ruffier, et d'autres caractéristiques des muscles qui va permettre de calculer un indice en fait, et permettre de suivre l'évolution pour quelqu'un qui va se remettre à l'activité. C'est un moyen d'objectiver la reprise de l'exercice et de voir ses progrès. Cet indice est assez intéressant pour pouvoir se comparer soi-même à son évolution, et il peut aussi être utilisé pour suivre notre évolution par rapport à l'avancée dans l'âge. Le choix des exercices doit être déterminé d'abord par le but à atteindre, qui peut être éducatif, hygiénique, sportif ou médical. L'exercice synthétique est en principe plutôt dynamique, et l'exercice analytique peut être essentiellement statique, mais il peut être aussi dynamique. À la fin du livre, nous allons avoir des planches assez détaillées qui vont, comme par exemple ici, décrire des mouvements, expliquant de manière visuelle les positions à tenir et des explications textuelles ci-dessous. Je détaillerai tout ça dans la version étendue de cette vidéo. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Nous avons ici dans ce livre le retour à des actions simples, mais qui sont enseignées par un docteur qui a consacré toute sa carrière. Et oui, on peut agir sur beaucoup de choses avec notre hygiène de vie et on a une part de responsabilité dans notre santé. On s'en doute tous, mais là, on a la démonstration sur différents aspects généraux de notre santé. C'est ce qui est intéressant dans ce livre. Et bien qu'il ne soit pas très moderne par sa présentation, l'essentiel y est et c'est pas la peine de réinventer. Nous avons bien noté l'importance de la respiration, y compris dans les affections pulmonaires. Je serais curieux de savoir ce qu'il dirait durant cette période que l'on traverse, où tout est censé venir de l'extérieur. Pourtant, depuis 2018, la prescription médicale d'activité physique et sportive pour la santé chez les adultes est encouragée en France. Dans la version étendue, je vous détaille la gymnastique respiratoire, l'indice de Ruffier, la fiche biométrique et les planches d'exercice. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton rejoindre et c'est aussi un moyen de supporter mes partages. Voilà pour le résumé de ce livre.